Salutations chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur ma chaîne Vénérable Apprenti. Nouvelle analyse pour ce jour, je vous propose encore une belle démonstration pour mettre des chaos techniques, surtout envers les islamistes. On va comparer les mariages selon les chrétiens et selon les musulmans dans nos traditions. Alors pour commencer, on s'intéresse à l'islam avec Aïcha et Mohamed. Alors certains ne vont déjà pas apprécier la caricature qu'ils peuvent voir à l'écran. Nous voyons qu'il est inscrit ceci. Nous savons qu'Aïcha a été vue par le prophète en rêve comme sa future femme. Je cite. « Je t'ai vu dans un rêve pendant 3 nuits. J'ai rêvé qu'un ange t'a porté sur un morceau de soie et a dit « Voici ta femme. » Et quand j'ai enlevé le tissu de ton visage, je t'ai vu. J'ai dit « Si cela vient d'Allah, il le portera à terme. » Fin de citation. Nous avons donc un rêve de Mohamed envers une petite fille de 6 ans et il la voit comme sa future épouse. Pour confirmer cela, nous allons au Sahih Bukhari, volume 8, livre 73 du hadith numéro 151. Il est inscrit « D'après Aïcha, je jouais avec les poupées en présence du prophète et mes amis jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah entrait dans ma demeure, elles se cachaient. Mais le prophète les appelait pour qu'elles se joignent à moi et jouent avec moi. » Entre parenthèses, il est interdit de jouer avec les poupées et autres images similaires, mais cela était autorisé pour Aïcha à cette époque, car elle était une petite fille n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Fater al-Bari, page 143, volume 13. Nous apprenons donc que le prophète Mohammed rêvait d'une petite fille de 6 ans, et que quand il va à sa rencontre, elle joue encore avec ses copines, et entre autres à la poupée, ce qui précise bien son âge, et Fater al-Bari précise entre parenthèses qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté car elle était une petite fille. Mohamed a 53 ans quand il marie Aïcha à 9 ans, et ce qui inclut le mariage, c'est derrière la consommation, autant dire le viol, le détournement d'une mineure, qui a été dans un lavage de cerveau par sa maman, les copines de sa maman, notamment donc l'autorité des parents, déjà abusant de la petite, pour la faire se marier avec un vieux, et une autorité religieuse qui se placerait au-dessus de toutes les autres pour forcer un acte bien que l'on considère comme criminel aujourd'hui, où l'on nomme cette pratique la pédocriminalité. Sahih Muslim, par l'imam Muslim. Le père peut donner en mariage la plus jeune de ses filles vierges. 2547. Je cite. Aïcha, que Dieu l'agrée, a dit, je cite, « J'avais 6 ans lorsque le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Quand nous nous rendîmes à Médine, j'avais eu de la fièvre 1 mois durant et mes cheveux avaient poussé jusqu'à mes épaules. » Ce qui précise bien, en termes de pouces, que en effet, elle avait vraiment une toute petite chevelure par rapport à un âge très jeune lorsqu'il l'a abordée, et puis vous voyez 9 ans. L'horreur, quoi. Donc 6 ans, je vous laisse imaginer une petite fille de 6 ans, à l'époque aujourd'hui, c'est la même chose. Une petite fille de 6 ans, et là vous avez un vieux personnage qui se déclare être le meilleur des hommes, agréé d'Allah, pour transmettre la parole d'Allah en tout temps, en tout lieu, omniscient, omnipotent, qui se rend vers une maman et qui dit « C'est ta petite fille de 6 ans là. Ouais, j'ai rêvé d'elle. J'ai rêvé que je me marie avec. Et que j'allais la consommer dès qu'elle sera en état de fertilité. » Regardez la suite. Ma mère, Khouman, vint me trouver alors que j'étais sur une balançoire entourée de mes camarades. Donc, jouer à la poupée, être sur une balançoire avec ses copines, tout ça relève bien en effet qu'il n'y a pas eu l'omission, l'oubli d'une dizaine. Surtout de la part des Arabes qui se veulent inventeurs ou révolutionnaires des mathématiques. Regardons la suite. Elle me prit donc sa maman par la main, me fit rester à la porte de la maison jusqu'à ce que j'eusse pris mon souffle. Elle me fit ensuite entrer dans une maison où se trouvaient des femmes, des Ansar, qui me dirent, je cite, « À toi le bien, la bénédiction et la meilleure fortune. » Fin de citation. Ma mère, m'ayant livré à ces femmes, celles-ci me lavèrent la tête, et se mirent à me parer. Or, rien ne m'effraya, et quand l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction de Dieu sur lui, vint dans la matinée, elles me remirent à lui. Alors,
qu'est-ce que vous observez dans cette situation ? Eh bien, que nous avons une petite fille de 6 ans, dans une période non alphabétisée, dans un désert entouré de beaucoup de bédouins, donc d'ignorants de la science, du bien-être humain et de la dignité humaine. Ok ? Secondo, que le prophète a déjà été la voir à plusieurs reprises et qu'en l'occurrence, là, elle avait 6 ans pour la première fois. Qu'il a embobiné sa maman en lui disant que c'est Dieu qui lui a parlé, il lui a envoyé un songe, et en effet, il a le droit de prendre cette petite fille puisque Dieu le décide. Donc vous imaginez, une maman, dans un désert, on lui dit que c'est le prophète, le meilleur des hommes, elle ne connaît peut-être pas encore tous les drames qui vont suivre, bataille de Badr où il est satisfait, entre autres, que Abdullah coupe une tête, par exemple. Et la maman n'est pas toute seule dans l'affaire. C'est-à-dire qu'il y a des voisines ou des copines à elle qui se ramènent et elle leur fait part, voilà, le messager d'Allah, le meilleur des hommes, celui qui est là dans notre territoire, qui va tout révolutionner, eh bien il veut la main de ma fille. Donc vous imaginez un peu le rythme et comme ça l'engouement qui peut se prendre. Et la petite fille, on la met dans un état de princesse, c'est-à-dire on commence à la coiffer, on lui ramène quelque part des vêtements, vous voyez, pour qu'elle soit bien vêtue. Et puis, elle reçoit ces paroles. Vous voyez, des amis de sa mère qui lui disent « Ah bah c'est magnifique, ça y est, toi t'es là, la bénédiction en gros. C'est la meilleure fortune. » Donc la petite, on la met vraiment dans un cocon où c'est normal qu'elle soit mariée à un vieux pédocriminel, qu'il est tout à fait judicieux qu'elle soit livrée entre ses mains. Et c'est ce que l'on voit. Alors, certains vont nous dire que non, c'est faux, et puis les musulmans, de toute façon, n'appliquent pas le mariage des petites filles. Bien, je vous ressors entre autres les archives de la Palestine. C'est pas hyper vieux, ça a à peine un siècle. Il faut savoir, dans les archives récits et règlements, dans les tribunaux appliquant la charia, donc la charia c'est la loi des musulmans, comme nous l'avons vu, le père peut donner en mariage la plus jeune de ses filles vierges, c'est validé par Sahih Muslim, c'est également accepté par les 4 écoles du sunnisme, et vous avez, dans ces tribunaux de la charia, ils appliquent les actes sur le mariage des années 1920, 1930, 1940, 1950 et 1960, et ils fournissent des renseignements intéressants sur l'âge des filles au mariage. Ainsi, avant 1926, on trouve fréquemment des contrats de mariage de filles âgées de 10 ans, 11 ans ou 12 ans, dans la partie de Gaza, entre autres, en Palestine, de la part des musulmans. Et c'est les Britanniques qui vont faire cesser ces mariages. C'est-à-dire c'est l'Occident qui va débarquer, par la colonisation certes, et qui va dire ça y est, vous mariez plus les gamines, ça c'est des trucs criminels, c'est moyenâgeux. C'est les Occidentaux, rappelons-le aussi avec les Britanniques, qui vont faire cesser la vente d'esclaves à la Mecque. Parce que lors de leur pèlerinage, les serviteurs de Dieu, entre guillemets, et de Mohammed, le messager, repartaient du pèlerinage avec une servante, un esclave. Oui, ils achetaient ça à la Mecque. Alors regardez la suite. Mais cet âge très précoce disparaît soudain après 1926. Dès lors, ne figure plus aucune mariée de moins de 15 ans, comme si on avait compris les inconvénients qu'il y avait à se marier très tôt. Ces données contrastent cependant avec les informations recueillies auprès d'informations âgées du camp de Shati, dans la ville de Gaza. Celles-ci prétendent qu'à l'époque, la plupart des femmes de 18 ans avaient déjà eu 3 ou 4 grossesses. Les juges des tribunaux de Sharfir, donc de la charia plutôt, je sais pas pourquoi c'est mal orthographié, confirment que le Mardroun, notaire chargé de la rédaction des contrats de mariage, donnait souvent un âge arbitraire à la mariée pour se conformer à la loi en vigueur sous le mandat britannique. Donc on apprend que dans cette contrée du monde, on marie les petites filles. C'est pas très alphabétisé, les pauvres. Elles ne savent pas dire non, et comment refuser face à des ogres quelque part. Et derrière, les Britanniques arrivent, ils disent « Allez, c'est bon là, vos magouilles, vos abus sur les gamines, c'est stop. » D'accord ? Même si chez nous il y en a et on essaie de les condamner, chez eux c'était quelque chose de normal, en gros c'était accepté dans les lois. Eh bien, ils vont modifier les âges, pour dire qu'elles ont 18 ans ou plus, alors que pas du tout. Des gros manipulateurs. Eh bien, en 2021, on a vu qu'en Iran, les mariages infantiles sont de plus en plus fréquents, donc sunnisme et schisme partagent au moins l'héritage de marier des gamins, de force, des gamines, dans leur tradition. On voit les unions forcées des filles âgées de 10 à 13 ans ont augmenté de 10% l'année dernière, un fléau provoqué par la politique du régime
en matière de mœurs, mais aussi une conséquence de l'accroissement de la pauvreté. Alors, j'en vois déjà qui vont arriver, qui vont dire oui, mais aux États-Unis, sur une décennie, ou deux, je sais plus, c'est 300 000 mineurs. Oui, mais nous les condamnons. Nous, en Occident, on se mobilise contre le mariage des enfants. Alors, vous avez des abus, vous avez des pédocriminels, certes, qui existent en Occident, et nous, on sort les affaires. Mais vous, qu'attendez-vous dans vos pays, là, pour faire le nécessaire? Parce qu'il y en a certains, leur bled, notamment le Maghreb, c'est comme la Thaïlande, c'est du tourisme sexuel là-bas. Étrangement, il n'y a rien. Personne ne réagit, voyez-vous. Regardez ça. Autre article, 2018. Alors que la venue en France du président turc Recep Tayyip Erdogan, donc pareil, un régime musulman, ne fait pas l'unanimité, une polémique agite actuellement la Turquie. D'après le quotidien Hurriyet, la direction turque des affaires religieuses, Diyanet, puissante institution publique, aurait affirmé sur son site officiel mardi 2 janvier que l'âge minimum de mariage, et j'en bégaye tellement c'est dégueulasse, était de 9 ans pour les filles et de 12 ans pour les garçons. Cette déclaration, qui se présentait sous la forme d'une note explicative sur la loi islamique, a depuis été retirée du site face à la polémique. On voit en fait, partout sur la planète, une résurgence de l'idée d'un califat, et donc derrière de l'application de la charia avec les préceptes du meilleur des hommes, et c'est-à-dire du mariage des enfants. Passage de l'âge légal pour se marier à 9 ans en Irak. Des militants s'indignent. L'Irak s'apprêtait à abaisser l'âge légal du consentement de 18 à 9 ans, permettant ainsi aux hommes dégueulasses, pratiquant l'islam, je le rajoute, d'épouser de très jeunes filles victimes de cet islam dégueulasse et suscitant l'indignation des militants. Alors vous avez également dans des pays non musulmans beaucoup de victimes qui sont, là en l'occurrence blanches, de la part des arabo-musulmans. Ou des Pakistanais musulmans. En Grande-Bretagne, ils en ont fait les frais. Même les frais, devrais-je dire, au vu de tous ces drames, 250 000 filles blanches violées par des Pakistanais à 80% musulmans. En France, dans les quartiers, il y a énormément de jeunes filles de moins de 12 ans qui sont violées et prostituées par les arabo-musulmans. Suffit de regarder les reportages de Marie Saint-Filtre et de bien d'autres, d'entendre les témoignages, de voir les affaires qui sortent. La plupart des gens dans les quartiers sont arabo-musulmans, et autrement subsahariens musulmans, et ils font du trafic de jeunes filles, ils violent des jeunes filles. Et la plupart sont blanches occidentales. Mais évidemment, les affaires sortent peu, sont étouffées comme en Grande-Bretagne, parce que nous avons des républiques ou des systèmes infiltrés par la franc-maçonnerie ou par du socialisme sectaire qui dit « Surtout, ne montrez pas du doigt les musulmans ». Taqiya. Taqiya signifie dissimulation, et il y a différentes pratiques qui s'exercent, et aujourd'hui on est là pour dévoiler ce que l'islam souhaite cacher sur ces pratiques. Alors on nous dira que Mohammed, quelque part, s'il s'est marié avec Aïcha et qu'il en est arrivé quand elle avait 6 ans, c'est qu'à cette époque, donc on parle du 7e siècle, on ne dit pas il y a 3000 ans, 10 000 ans ou 50 000 ans, on parle du 7e siècle. Que les filles de 6 ans ou 9 ans étaient des femmes. C'est-à-dire corporellement, waouh. Je distingue pas la fille de 6 ans d'avec une femme de 20 ans, 30 ans, 50 ans. Ça, c'est utilisé donc par la taqiya des musulmans de premier niveau. Vous avez deuxième niveau. Ils vont vous dire en fait que si, c'est vrai, elle avait 6 ans et puis abusée à 9 ans, enfin consommée comme il le dirait à 9 ans, mais son corps était comme une petite fille. En revanche, son moral et son mental étaient différents. C'est-à-dire qu'elles étaient plus matures. On va démontrer que ce n'était pas le cas. Et enfin, dernier rempart, parce que là tout est en train de s'effriter et beaucoup de monde partent, ça y est, ils font l'apostasie, ils quittent l'islam parce qu'ils voient que c'est pas du tout pieux et que les agissements de Mohammed sont des plus immondes et que finalement c'est pas l'envoyé de Dieu, c'est pas le paraclet, ce n'est pas, il n'est pas comparable à Jean de Patmos. Jean de Patmos est le paraclet annoncé par Jésus et par d'autres, mais Mohammed, non. Et l'Antichrist, par contre, oui, ça c'est sûr. Donc ils nous diront, et là c'est l'une des défenses les plus actives actuellement, que c'était une autre époque, au 7e siècle, au Moyen-Âge, et que c'était la norme dans le monde. Ok. Donc vous avez des tableaux qui nous représentent des enfants, par exemple, à l'époque, et vous pouvez voir qu'au Moyen-Âge, non, les enfants étaient comme des enfants d'aujourd'hui.
Donc la première taquilla, elle tombe ne serait-ce que par les représentations des tableaux, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont la haine, entre autres, de l'art. Secondo, donc on nous dira qu'à cette époque-là, ils étaient mentalement et moralement plus évolués, les enfants. Je vous mets une affiche d'un cinéma de la série Charlingal, soyez la maison dans la prairie, même si c'est beaucoup plus récent, mais c'est pour montrer que oui, à d'autres époques, des enfants avaient des responsabilités. C'est-à-dire, ils devaient aller, je sais pas, traire les animaux, rapporter le lait, couper des bûches, ou en tout cas ranger le stock de bois avec les parents, participer à la paysannerie. C'est vrai. Cependant, ça ne fait pas que mentalement ils sont plus adultes, c'est-à-dire ils ne sont pas, parce qu'ils travaillent à faire à traire, excusez-moi, des animaux, que pour autant des enfants n'ont pas leur esprit d'enfant. On le voit très bien dans le Charlingal, et c'est même pour ceux qui avaient des grands-parents, demander à leur époque comment ça se passait. En fait, ils étaient plus conscients sur le travail à faire, sur l'aide à la famille, mais pour autant ils avaient leur esprit enfantin, c'est-à-dire l'insouciance. À 9 ans, 10 ans, 12 ans, ils pensaient pas à la sexualité. Le bisou tout au plus, déjà, c'était quelque chose de « Ah, lui, il a embrassé un tel ». Et c'est ce qu'on voyait même, on va dire du temps peut-être de nos parents ou nos grands-parents, quand ils avaient 10 ans ou 12 ans, c'était plutôt « Ouais, il a embrassé ». En revanche, aujourd'hui, dans la perversion actuelle, là, ils sont en train de vouloir mettre les mômes sur des problèmes adultes. D'accord ? Donc on va en parler après. Les mômes sur des problèmes adultes, sur l'économie, sur encore les relations, ils veulent leur enseigner la sexualité. C'est-à-dire que les mômes d'aujourd'hui, mentalement, c'est plus des travailleurs. En revanche, dans le côté sexuel des relations hautes, là, ils ont été accélérés. C'est-à-dire qu'ils ont des pensées et des choses qui ne devraient pas être à leur âge. Parce que, entre autres, l'outil externe d'Internet, les discours wokistes et bien d'autres choses. Pour que vous compreniez bien l'alphabétisation, donc ce qui permet entre autres d'exprimer ce que tu ressens, de dire un oui ou un non et d'argumenter pourquoi. Donc de sortir d'une certaine autorité face à toi, ça arrive plutôt dans les années 1900. D'accord ? Puis après 1950, 2000. C'est principalement l'Occident qui va participer à la révolution de placer des écoles partout dans le monde et de rendre tout simplement le cursus scolaire obligatoire. Même si derrière, il y a des dérives. Et ça, je vous l'accorde. Encore une fois, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Mais donc, ça signifie qu'avant 1800, 1850, eh bien dans le monde, les personnes n'étaient pas bien alphabétisées. Alors, quand quelqu'un veut t'imposer quelque chose, ben, il est difficile de pouvoir t'exprimer contre. S'il use de violence, bah t'es mort. S'il se fait déclarer comme un prophète, comment tu veux lutter contre cette image qu'il a d'un saint, d'un envoyé de Dieu, si toi-même t'es pas assez constitué pour ça ? Donc tu vas principalement faire ce qui s'appelle du mimétisme. Imiter le comportement des autres, te conformer à l'attente des autres, et finalement entrer dans un effet de groupe à l'expérience de Solomon Asch. Alors pour prouver mes dires, qu'à cette époque, nous en Occident, 6e siècle, 7e siècle, eh bien les mariages n'étaient pas du tout comme on nous laisse entendre, c'est-à-dire de petites filles avec des vieux, je vais vous le prouver par les rois et par d'autres données. Donc vous avez les noces de Clotilde et de Clovis, qui ont lieu sans doute à Soissons, à une date incertaine. Donc je prends toujours la plus petite date, d'accord, pour diminuer l'âge. Clotilde de Bourgondie avait 18-19 ans, Clovis avait 26-27 ans. On a d'autres mariages où on nous dit par exemple dans la mesure où il paraissait plausible qu'Arégonde ait épousé Clotaire Ier, un autre personnage, à l'âge de 15-20 ans, la naissance de Chilpéry intervenant dans cette tranche d'âge. Donc là, on nous dit 6e siècle, il y a à peu près 10 ans d'écart entre les mariés et ça avoisine 15-20 ans. Ce qu'on retrouve avec Clovis, ce que l'on retrouve avec Clotaire Ier, et on en a d'autres qui sont, on va dire, dans cette tranche, mais des fois qui peuvent être un petit peu moins. Par exemple, par honnêteté intellectuelle, je vous ai pris l'union de Childébert Ier mérovingien et de Utrogote de Lombardie. Lui avait 25 ans, elle avait 12 ans. Donc, on a à peu près 10 ans d'écart. Toujours pas comme Mohamed, 53 ans, avec une petite fille de 6 ans qu'il marie à 9 ans. On n'est pas sur une norme en Europe de mariage d'enfants. Vous avez Charlemagne, 18 ans, première noce, premier mariage en 767, avec Imiltrude qui est né en 742, soit Charlemagne 18 ans, Imiltrude 25 ans.
Charlemagne peut avoir un petit peu plus, peut-être 20 ans, 21 ans. D'accord ? On a des dates qui diffèrent. Mais quoi qu'il en soit, on est à moins de 10 ans d'écart. Charlemagne, 22 ans, et Hildegarde, 13 ans. Ça y est, ça nous est ressorti. Vous êtes des pervers, regardez, Charlemagne a marié une fille de 13 ans. Non, à nouveau, c'est comme pour avant 12 ans, 25 ans, on n'est pas sur l'horreur de Mohamed, 50 ans. On n'est pas sur des vieux de 30 ans ou 40 ans avec des petites filles. Regardez. Né en 757, Hildegarde va se marier avec Charlemagne en 771, ce qui laisse un écart d'à peu près 10 ans à nouveau. Mohamed, on le rappelle, 53 ans, Aïcha, 9 ans, soit à peu près 44 ans d'écart. Alors on nous dit, selon un article, à la fin de l'époque médiévale, les femmes se marient vers 17 et 18 ans et les hommes âgés d'une dizaine d'années de plus. Donc d'autres articles, qui vont intervenir bien plus tardivement dans l'histoire, montrent qu'en Occident, on garde des équivalences d'à peu près 10, 12, 15 ans d'écart entre les hommes et les femmes. D'accord ? Comme on a pu le voir là avec Charlemagne, on est à peu près sur 10 ans. Comme on a pu le voir avec Childebert Ier mérovingien, 10 ans. Comme on a pu le voir avec Clotilde de Bourgondie et Clovis Ier, à peu près une dizaine d'années. Et finalement, demandez même pour certains à vos parents ou grands-parents, en général, ouais, ça varie à peu près sur une dizaine d'années. Donc on n'est jamais sur un écart d'âge de 30, 40 ou 50 ans, comme les islamistes et les bédouins veulent le laisser entendre. En Occident, on a toujours été civilisé, structuré, et on en est resté au respect des enfants. Différence d'âge donc qui renforce par contre la domination masculine, ça c'est vrai. Regardons la suite. 11e, 12e, 13e siècle, l'Église rentre dans le domaine du mariage et veut statuer les choses avec des fiançailles pour après conduire au mariage parce que il faut en tout cas statuer pour les enfants. C'est-à-dire c'est compliqué ou même pour les mariages d'adultes, il faut quelque chose de concret. Donc, la grande période du Moyen-Âge, 12e et 13e siècle, voit l'avènement de sociétés stables fondées sur le droit, le développement des villes et la construction des cathédrales. L'Église médiévale jouit d'une primauté incontestée. Dès lors, d'un concile à l'autre, elle impose ses préceptes moraux jusque dans les campagnes les plus reculées. C'est ainsi que le grand concile œcuménique Latran IV, en 1215, jette les bases du mariage chrétien qui ne changeront plus guère jusqu'à la Révolution française. Le concile rappelle que le mariage est indissoluble, donc on ne peut le détruire, sauf il peut être annulé en cas de consanguinité, un cousin éloigné, une cousine, peu importe, ou de non-consommation. Intéressant. On apprend donc qu'à cette époque, des chrétiens sont mariés. Pour beaucoup, le mariage signifie la possibilité à présent de consommer celui-ci, donc de passer à l'acte charnel, mais pour d'autres, ils se marient et ils attendent encore. Ils ne vont pas directement être dans le lit conjugal à faire tout simplement l'amour. Parce qu'il y en a aujourd'hui, c'est la sexualité, c'est plus l'amour. Mohamed, c'est pas de l'amour, c'est de la sexualité. Quand il fait ça avec une enfant, c'est de la perversion. D'accord ? C'est pas quelque chose, un mariage sain, pieux, etc. Et autre chose d'intéressant donc, c'est qu'on le voit, il y a finalement cet esprit chrétien de dire qu'un corps, avant de faire un rapport à l'autre, quand même c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Il y a ce côté de se préserver, d'être toujours vierge ou puceau pour les hommes. C'est une façon d'affirmer le devoir d'assistance entre les époux et d'empêcher les répudiations de convenance. Surtout le concile, à la suite de plusieurs autres, impose le libre consentement des futurs époux, lequel doit s'exprimer devant un prêtre. Alors on a un autre article qui nous inscrit. Comme un des buts du mariage est la procréation, la première attention se porte sur l'aptitude physique. Plus libéral que Justinien, le droit canon admet que la limite d'âge, 14 ans pour les hommes, 12 ans pour les femmes, donc filles, est seulement une présomption que les faits peuvent démentir, malicia supplet aetatem. Mais plus sévère, il a tenu l'impuissance d'abord pour une cause de dissolution et autant classique pour un empêchement d'irriment. Je vous mets ceci puisqu'on voit que l'Église place 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles. Et là on en arrive à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, la complète, mal interprétée par des islamistes qui veulent laisser entendre que l'Église a en effet autorisé le mariage des petites filles avec des vieux hommes, puisqu'apparemment il est question de ce que l'un n'a pas, l'autre peut l'avoir et peut se marier. Alors à nouveau, ça a été lu sans éprouver de l'esprit
et sans une compréhension intellectuelle. C'est pourquoi je vous en propose aujourd'hui les articles et les choses qui passent. Objection donc. Convenait-il de fixer l'âge de 7 ans pour le contrat des fiançailles ? Objection numéro 1. Il semble que l'âge de 7 ans n'est pas requis pour que l'on puisse contracter des fiançailles. En effet, un contrat qui peut être passé entre personnes interposées ne requiert pas l'âge de discrétion. Or, les fiançailles peuvent être promises par les parents à l'insu des deux fiancés. Donc, si c'est par les parents à l'insu des deux fiancés, on est sur deux fiancés qui sont mineurs et des parents qui prennent des décisions. Les fiançailles peuvent donc se célébrer aussi bien avant qu'après l'âge de 7 ans. Ok, donc première objection, on comprend, il est bien question de mariage entre les enfants, de fiançailles entre des gamins. Intéressant. C'est donc pas comme ce que certains laissent entendre sur internet, où ils prennent qu'un segment, et eux qui se veulent en plus dans la logique, dans la rationalité, dans la compréhension, vous voyez, d'un algorithme, si et si, par les conditions on en arrive à ça, ils n'arrivent même pas à comprendre un paragraphe. Mais regardez la suite. L'usage de la raison est nécessaire pour que l'on puisse contracter des fiançailles, comme il est nécessaire pour que l'on puisse commettre un péché mortel. Or, ainsi que le raconte saint Grégoire, un jeune enfant mourut subitement pour avoir commis le péché de blasphème. C'est les croyances de l'époque, il y a des fois des choses que l'on peut en effet contredire, rappelant que un partisan, un saint, n'est qu'un humain. C'est pas le statut d'un prophète qui est humain plus important, véhiculant un message par l'entente de Dieu ou d'un de ses anges. Important à préciser tout de même. Donc sa position peut, au fil du temps, évoluer. Regardons la suite. On peut donc contracter les fiançailles avant l'âge de 7 ans. L'objection 2 se ralliant à la première, c'est-à-dire on le peut, mais à condition que les parents soient d'accord. Maintenant, regardons les autres objections. La numéro 3, les fiançailles préparent au mariage, mais l'âge requis pour le mariage n'est pas le même pour un garçon et pour une fille. On ne doit donc pas fixer pour eux deux, le même âge de 7 ans comme condition de fiançailles. C'est-à-dire que le mariage, comme pour l'un est à 14 ans et pour l'autre est à 12 ans, on ne peut pas dire les deux à 7 ans, ils sont en âge de maturité. Quatrième objection. C'est à l'âge où l'on se sent de l'attrait pour le mariage futur que l'on peut contracter des fiançailles. Or, les signes de cet attrait apparaissent souvent chez des enfants qui n'ont pas encore l'âge de 7 ans. On peut donc se fiancer avant cet âge. Si des enfants se fiancent avant l'âge de 7 ans et essayent de se marier avant l'âge de puberté, en prenant des engagements immédiats, on les considère simplement comme des fiancés. Donc la cinquième objection, comme la première, est bien sur des fiançailles d'enfants. Parce qu'en fait, l'Église et la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, elles statuent en réalité sur les fiançailles et les mariages particulièrement pour les enfants. Elle ne légifère pas et elle n'autorise pas des mariages d'enfants avec des vieux de 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est entièrement faux. Regardez la suite. Mais ce n'est pas en vertu du second contrat, car à ce moment-là, ils n'ont plus l'intention de se fiancer, mais de se marier. C'est donc le premier contrat qui a été celui des fiançailles. On peut donc le faire avant l'âge de 7 ans. Sixième objection. Lorsque plusieurs personnes entreprennent une œuvre commune, ce que l'une n'apporte point, l'autre le donne. Ainsi en est-il de ceux qui tirent un bateau. Or, le contrat des fiançailles est l'œuvre commune des fiancés. Si donc, l'un d'eux a déjà l'âge de puberté, il peut se fiancer avec un enfant, même âgé de moins de 7 ans, car le défaut d'âge de l'un est compensé par l'excès d'âge de l'autre. On apprend quoi ? Si donc l'un d'eux, l'enfant qui va faire la fiançaille, arrive à son âge de puberté, il peut le faire avec une personne, un enfant qui n'a pas encore atteint 7 ans. Quand certains enfants, donc là on arrive à la 7e objection, toujours liée sur des enfants, quand certains enfants qui n'ont pas l'âge de puberté mais en approche contractent mariage par des engagements immédiats, on regarde ce contrat comme un vrai mariage. Pour la même raison, on devra tenir pour fiançailles l'engagement qu'ils prendront pour le mariage à venir et qu'ils contracteront un peu avant l'âge de 7 ans. Et on en a la conclusion à présent, puisque il ne suffit pas seulement de lire les objections. Si l'on veut voir la pensée de saint Thomas d'Aquin, allons au bout de la somme théologique, entre guillemets, dans sa conclusion sur ce passage. L'âge de 7 ans est fixé par le droit comme condition des fiançailles, et cela est assez raisonnable. Les fiançailles sont des promesses pour l'avenir. Ceux qui les contractent doivent donc être capables de faire ces promesses, et pour cela capables de prévoir prudemment l'avenir. Or, cette prévoyance exige un certain développement de la raison. Écoutez bien, et regardez ce qui est
en partie surlignée en jaune. Selon la remarque du philosophe saint Thomas d'Aquin, on peut distinguer 3 étapes dans ce développement. Pendant la première étape, l'enfant ni ne comprend, ni ne peut comprendre, même aidé par autrui. Pendant la seconde, l'homme est capable de comprendre grâce aux leçons d'autrui, sans toutefois se suffire à lui-même pour apprendre. À la troisième, l'homme est en mesure de comprendre et de réfléchir par lui-même. Donc la première étape, on va le voir là, durant la première étape, l'intelligence se développe, mais avec lenteur, à mesure que s'apaisent les mouvements et les variations d'humeur. Cette étape dure 7 ans. Donc, pendant 7 ans, selon les chrétiens à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, un enfant ne peut pas consentir rien du tout, il n'est pas assez apte à ça. En dessous de 7 ans. Donc si on le met en parallèle avec Aïcha, c'est-à-dire que quand elle a 6 ans ou 7 ans et qu'elle voit le prophète, en réalité, elle ne peut pas comprendre s'il est là pour son bien ou son malheur. Regardez la suite. Et pendant ce temps, l'enfant est inapte à faire aucun contrat et célébrer des fiançailles. Il arrive à la seconde étape à la fin de ses 7 ans. Aussi bien envoie-t-on les enfants de cet âge à l'école. Donc à 7 ans, en Occident, on envoie les enfants à l'école. 7 ans encore, et l'homme commence la 3e étape. S'il s'agit du moins des obligations personnelles qu'il peut assumer, car dans ce domaine, sa raison naturelle se développe plus vite. Donc, 7 ans, là il commence à aller à l'école, à faire des tâches, etc. Il arrive à 14 ans. Ok ? Pour la fille, c'est 12 ans. Donc on est loin du modèle d'Aïcha qui va pas à l'école, qui a 6 ans, et qui est abusée à 9 ans par Mohammed, qui se déclare prophète. Regardez la suite. Avant donc que ne s'achève le premier septennat, l'homme ne peut s'engager par aucun contrat. À la fin de ce premier septennat, il commence alors à pouvoir faire des promesses pour l'avenir, surtout pour ce vers quoi sa raison l'incline davantage. Mais il ne peut s'engager pour toujours car sa volonté n'est pas encore assez ferme. À cette époque, il peut donc contracter des fiançailles. À la seconde, donc au second septennat, à la fin du second septennat, il est alors capable d'assumer des obligations personnelles, d'entrer en religion, par exemple de se marier. Enfin, ce n'est qu'après le 3e septennat qu'il peut contracter des obligations altruistes, aussi selon les lois civiles. N'est-ce pas qu'après l'âge de 25 ans, que l'homme peut disposer de ses biens. Donc en dessous de 25 ans, l'homme est considéré comme un gamin encore, c'est-à-dire sous l'autorité de ses parents. Et c'est ce qu'on retrouvera dans les lois françaises. Sous d'autres époques, en France, en dessous de 21 ans ou 25 ans, ça dépendait des périodes, t'étais encore sous l'autorisation de tes parents. C'est-à-dire que c'est eux qui disaient ouais, lui il peut se marier, lui il peut sortir, etc. Pourtant, t'étais plus à même de travailler comme on le voyait, mais selon la condition occidentale, t'étais pas encore assez construit mentalement. À la fin de l'époque médiévale, comme on l'a vu tout à l'heure, oui, on comprend du coup, ok, d'accord, 7 ans, en fait, tu peux faire des fiançailles, mais même si c'est quelque chose d'autorisé, c'est pas une norme. 14 ans, c'est le mariage, certes, c'est autorisé, mais finalement, c'est pas une norme. On comprend que, il y a encore la timidité, il y a la découverte du monde, il y a l'intérêt pour la science, pour la culture, et donc, les mariages se font aux alentours de 17-18 ans. Pour les filles, et on va dire, au-delà de la majorité pour les hommes. Et on retrouve ces mêmes notions, et cette fois-ci mieux appuyées par les archives, durant l'Ancien Régime et les premières années de la Révolution, donc de 1740 à octobre 1792, la majorité est tardive. On nous dit par exemple, Jacques Bataille était mineur à son mariage le 10 janvier 1774 alors qu'il avait 26 ans. Il est né le 5 mars 1747. Au contraire, son frère Guillaume, marié le 14 janvier 1775, était majeur car âgé de 33 ans. Pour les femmes, du côté des femmes, nous pouvons voir l'exemple de Marie-Élisabeth Barthaud, baptisée le 19 novembre 1720, qui avait 19 ans à son mariage le 19 octobre 1740, et elle était en effet qualifiée de mineure dans son acte de mariage. Marie-Jeanne Baudet présente au contraire le cas d'une épouse majeure baptisée le 27 septembre 1737. Elle s'est mariée à 26 ans, le 15 mai 1764. Il faut distinguer cet âge de l'âge nubile. L'Église autorisait le mariage à partir de 12 ans pour les filles, à 14 ans pour les garçons, mais en réalité, les époux ne se mariaient jamais aussi jeunes. Les musulmans, ceux qui vivaient même pas en Occident, qui nous font aujourd'hui la propagande en nous disant que c'était une norme, c'est-à-dire c'était la majorité des gens qui étaient à se retenir jusqu'à ce qu'ils soient vieux et qui se marient avec des petites filles. Merde, une propagande de plus qui tombe. Attendez, il faut l'appuyer tout de même. Les âges calendaires entre 1770 et 1789 confirment
La plupart des hommes ont environ 28 ans et les femmes 25 ans à leur première union. Ce trait se trouve dans le reste de la France, cet âge tardif du mariage, en particulier des femmes, amené à distinguer ce régime démographique comme propre à l'Europe occidentale. Il est d'une importance cruciale car il entraîne une diminution de la fécondité. Et c'est vrai, de tout temps, en Occident, on a eu un problème de fécondité. Même pendant la peste, même pendant les guerres, on était là à rester dans ces ordres, on va dire, divins. Contrairement aux Bédouins qui vous font 15, enfin j'exagère un peu, allez, 5, 6, 7 enfants avant que la femme ait la vingtaine. Comme on l'a vu en Palestine, 3, 4 naissances avant qu'elle ait 18 ans. Même avant qu'elle ait 15 ans, je sais plus, il faudrait revoir ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah bah oui, on comprend en effet que le taux de fécondité en Palestine, par exemple, était de 7, il y a encore quelques décennies, et qu'aujourd'hui il est de 2. Bah parce que les Occidentaux sont venus et ont fait cesser le viol de ces gamines qui faisaient couche sur couche. L'âge moyen du premier mariage en France au XVIIIe siècle, donc l'âge moyen était de 27 à 28 ans pour les hommes, 25 à 26 ans pour les femmes. Bien évidemment, la taquilla ne prenant plus, puisqu'on la démonte de toutes parts, ça y est, il n'y a plus de rempart, eh bien, vous entendrez certains vous dire « Non mais une moyenne, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir deux extrêmes. » Sous-entendu que l'âge moyen des hommes de 27-28 ans, ça voudrait dire qu'on pourra en marier dès qu'ils ont 14 ans, et au milieu, il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas de mariage, et les autres se marieraient, je sais pas, à 60 ans, 70 ans. Et on obtiendrait une moyenne qui s'amènerait à 27 ans. Et pour les filles, on les marierait toutes à 12 ans, et les autres, allez, pour faire du coup cette moyenne, on les marierait toutes à 60-70 ans. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est même pas prouvé par les archives, pas rien du tout. Parce qu'ils ont mal, ça les blesse. Eux qui nous disent que nous sommes vulnérables sont en réalité de choses toutes fragiles, des petites personnes frêles, qui ont mal dans leur dogme parce finalement on le détruit chaque jour, par l'épreuve, par la science, par la vérité, par également la parole de Yeshua bar Eli, venu en Yeshua bar Yosef, alléluia. On les met KO sur tous les termes, spirituellement, intellectuellement, matériellement. Ah, ils ont mal, regardez la suite. Alors il y en a, après ils sont arrivés, ils se croient trop intelligents, ils ont été sur Wikipédia et ils ont marqué âge légal, comment je pourrais dire ça, pour les rapports sexuels en France. Et ils arrivent et disent, ouais, en 1832, l'État français autorise qu'à partir de 11 ans, il y ait des rapports sexuels, avec des vieux. Sous-entendu, en fait, déjà, en République, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'à cette époque, nous étions en République, comment dirais-je, on autorisait donc des petites filles de 11 ans ou plus à se marier avec des vieux, en France. Mais en fait, quand vous sortez du Wikipédia et d'une phrase détournée et que vous allez à la chronologie de la pénalisation de l'inceste en France de 1791 à 2018, vous tombez sur les vrais articles de loi. Et on va les lire avec joie, bien évidemment, même s'il y a des choses dérangeantes. 1791, promulgation du Code pénal. Donc l'inceste est décriminalisé, mais le viol est inscrit dans le Code au titre des articles 29 et 30. Donc là, on a un petit problème. Pour moi, l'inceste, c'est être avec ses cousins, cousines, il me semble. Ah non, ça c'est consanguinité, excusez-moi. L'inceste, ses parents sur enfants, c'est dégueulasse. Je comprends même pas comment c'est décriminalisé. Enfin, regardons la suite, parce que c'est là où ça va être le plus important. Le crime de viol est aggravé lorsqu'il est commis sur une enfant de moins de 15 ans ou s'il est commis en réunion. Aucune circonstance aggravante liée à la qualité de l'auteur, ascendance ou autorité n'est prévue par ce code. Donc vous avez article 29, 30, notamment le 30. La peine portée en l'article précédent sera de 12 années de fer lorsqu'il aura été commis dans la personne d'une fille âgée de moins de 14 ans accomplie ou lorsque le coupable aura été aidé dans son crime par la violence et les efforts d'un ou de plusieurs complices. L'on voit finalement dans cette loi la succession, ni plus ni moins, de ce que pratiquaient les chrétiens. À savoir qu'en dessous de 14 ans, non, il n'y a pas de consentement. Toute personne qui le fera sera condamnée. Alors il y en a certains qui disent, oui, mais 1832, c'est 11 ans. On va aller voir ça juste après. 14 ans, comme dans le droit chrétien. Et en plus, il faut remarquer, comme on l'a vu par les stats que je vous ai sortis juste avant, que l'âge moyen, c'est 25-27 ans à peu près. Donc il peut y avoir quelques mariages éparpillés comme ça de jeunes de 14-15 ans, mais déjà 14-15 ans, c'est incomparable avec une petite fille de 6 ans ou 9 ans.
Allez, on va prendre 9 ans pour la mettre à son âge le plus haut quand Mohamed abuse d'elle. 9 ans, 15 ans, ah oui, parce que c'est 14 ans accomplis, donc c'est quand ils arrivent à 15 ans, 9 ans, 15 ans, vous avez 6 ans de différence. Regardez juste déjà, ne serait-ce qu'en comparatif, une fille de 9 ans et une jeune femme, je sais pas, de 15 ans, et qui est encore à son état d'adolescence. C'est déjà largement différent, et ça n'excuse toujours pas. Moi, je suis pour notamment que ce soit 20 ans au minimum ou 25 ans, comme c'est la moyenne, entre autres en France, depuis bon nombre d'années, jusqu'à ce que là, on soit attaqué de toutes parts par des wokistes, des socialistes, des sectaires, qui veulent finalement ramener l'islam et son immondice dans nos pratiques. 1810, promulgation du nouveau code pénal. Le viol est conservé dans le code pénal, mais une nouvelle catégorie pénale est créée, l'attentat à la pudeur avec violence, qui permet de criminaliser les violences sexuelles autres que celles commises par voie vaginale par des hommes sur des femmes ou des filles. Donc quelqu'un qui aura violé, je sais pas, à forcer à faire une fellation ou encore à faire d'autres choses horribles, sera aussi condamné pour viol. Ça, c'est en Occident. Pendant ce temps-là, 1800 et quelques, allez voir ce qui se passe dans les pays arabes. Il n'y a rien qui criminalise, au contraire, ils continuent, selon la loi de Mohammed, à marier des petites filles, à les abuser, etc. Donc ils sont beaux, ceux qui critiquent l'Occident. On rappellera, 1500 à 1800, c'est les barbaresques qui viennent en Europe enlever des jeunes filles, des petites filles et des femmes, pour les mettre dans les harems. Donc des arabo-musulmans. Précisons les choses. On nous dit les crimes sont aggravés lorsqu'ils sont commis sur des enfants de moins de 15 ans. Toujours en 1810, moins de 15 ans, article 332, eh bien, c'est aggravé. Alors, on en arrive en effet à 1832, loi du 28 avril 1832 contenant des modifications au code pénal et au code d'instruction criminelle. Une nouvelle incrimination est introduite, l'attentat à la pudeur sans violence. Et c'est là où les musulmans, les islamistes n'arrivent pas à comprendre. Il manque un peu de cognition là-dedans, voyez. Les neurones ont du mal à faire la connexion. Donc les violences sexuelles sont désormais incriminées par le biais de 3 catégories. L'attentat à la pudeur sans violence. Article 331. Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 11 ans sera puni de réclusion. Vous comprenez ? Consommer ou tenter sans violence, c'est-à-dire un adulte qui va vers une enfant de 11 ans ou moins et qui, par tout moyen, arrive à obtenir ses fins criminelles, même s'il n'a pas usé de violence, ou même si d'ailleurs il n'a même pas réussi à faire son acte, mais il a tenté, ne serait-ce que tenté, selon le droit français de 1832, il doit passer devant la justice parce que c'est un attentat à la pudeur sans violence. Après, vous avez l'attentat à la pudeur avec violence, article 332, quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sera puni de réclusion. Le viol, qui est également condamné, et que vous voyez. Plus loin, il nous est dit, l'attentat à la pudeur avec violence et le viol sont aggravés lorsque l'enfant est âgé de moins de 15 ans. L'attentat à la pudeur sans violence ne peut être retenu que lorsqu'il est commis sur un enfant de moins de 11 ans. Ok ? Donc, c'est-à-dire que sur une enfant de moins de 15 ans, sera considéré comme viol tout ce qui aura été avec de la contrainte, de la violence, etc. sur ces enfants-là. En l'occurrence, tenter, je sais pas, quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans et qui tente avec une personne qui a moins de 15 ans, entre 11 et 15 ans, bien contre lui ne pourra pas être retenu à cette époque l'attentat à la pudeur. C'est ça qui est expliqué. Mais c'est pas dire qu'ils ont légitimé qu'à partir de 12 ans, 11 ans on va dire révolus, donc 12 ans, les filles peuvent être mariées avec des vieux. Pas du tout. On rappelle qu'à cette époque, en plus, il faut l'autorisation parentale. C'est très important. L'ascendance devient après la première circonstance aggravante énoncée pour ces 3 crimes, et ça continue. Alors revenons-en aux différentes lois, différentes stratégies. Mariage à partir de 13 ans pour les filles et 15 ans pour les garçons en 1792, mais on rappelle, ils ne sont jamais mariés avec des vieux. Mais avec le consentement des parents jusqu'à 21 ans. Code civil de 1804. La nubilité est à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons. La majorité matrimoniale à 21 ans pour les filles, 25 ans pour les garçons. Loi à présent du 21 juin 1907. Il faut attendre près de 100 ans pour que la majorité matrimoniale soit également fixée à 21 ans pour les garçons. Loi du 5 juillet 1974, on peut se marier sans le consentement de ses parents, mais seulement à 18 ans.
Et depuis 2006, la nubilité est ramenée à 18 ans aussi pour les filles. Alors là, vous avez les stats. La moyenne, 1789, 1800, 1900, etc. jusqu'à 2014, de l'âge au mariage pour les filles et les garçons. Et vous voyez que c'est resté à peu près aux alentours de 27-30 ans. Alors pour ceux qui doutaient des chiffres, pas de problème, on va prendre d'autres stats. Proportion pour 1000 personnes des âges connus chez les filles mariées. Donc après vous avez les différentes périodes. Vous voyez que pour les villes moyennes et les grandes villes, on obtient beaucoup de données à partir de 1793, là où ça devient sérieux pour en tout cas établir des moyennes d'âge. Vous avez le tableau numéro 3, France entière, âge moyen des garçons et des filles mariés à moins de 50 ans, de 1740 à 1749 à 1820-1829. Et vous voyez, la moyenne est aux alentours de 27 ans, comme finalement ce qui en ressort aujourd'hui un peu partout. Il est dit dans l'enquête nominative, la proportion des âges connus est plus grande que dans l'enquête anonyme. Et ces âges sont, pour une bonne part, exacts, parce que calculés à partir des dates de naissance ou des baptêmes. Mais le rang de mariage est souvent inconnu et l'on ne peut suppléer. À ce défaut, comme pour l'enquête anonyme, enfin, ces âges ne sont commodément utilisables que pour les femmes. C'est donc seulement l'âge des mariés, filles et veuves confondues, qui peut servir de lien entre l'enquête anonyme et l'enquête nominative. Tableau numéro 4. France rurale et France entière, âge moyen des mariés de moins de 50 ans, de 1740 à 1749 à 1820-1829. Et vous voyez, il en ressort, à la fois pour les hommes et les femmes, enfin pour les hommes, une moyenne de 30 ans à peu près au mariage, et pour les femmes, eh bien, 26-27 ans. Finalement, ça n'a pas bougé. Âge moyen des nouveaux mariés et des mariés d'après l'enquête anonyme, on voit de 1740 à 1820, c'est entre 26 et 30 ans. Vous avez après l'estimation à partir de l'enquête nominative de l'âge moyen des filles de moins de 50 ans, mariées de 1670 à 1689 et à 1720-1739. Donc les écarts, on va dire, entre ce qui a été mesuré, enquête nominative France rurale, tout mariage, vous restez 25-27 ans, quoi. 27 ans, 26 ans. Aujourd'hui, de façon plus récente et avec des stats bien plus appuyées encore, les écarts d'âge, donc les femmes plus âgées et les maris plus âgés, on est aux alentours, vous voyez, les femmes plus âgées que les hommes, ça va jusqu'à peu près 5 ans, après ça s'effondre, et l'écart d'âge entre les hommes et les femmes quand ils se marient, du côté des hommes, ils ont relativement 2-3 ans de plus et ça peut aller jusqu'à 9 ans. Mais à 9 ans, vous voyez, ça, c'est à peine 5%, quoi. Vous voyez, 7, 8, 9 ans, c'est à peine 5%. Finalement, ça renvoie déjà au 6e siècle où on voyait le mariage entre les rois, etc. Il y avait des écarts d'à peu près 10, 12, 13 ans. Au fil des ans, avec l'Église qui intervient au 11e siècle, qui statue les fiançailles, le mariage, on voit finalement que l'écart diminue aux alentours de 5 ans entre les hommes et les femmes, et petit à petit, on voit vraiment l'écart encore diminuer, il y a à peu près 1, 2, 3 ans. Et comme je vous ai dit, il y en a certains dans vos familles ou dans des connaissances, vous savez que oui, c'est à peu près 10 ans, 12 ans, c'était normal, quoi. Mais il n'y a jamais eu en Occident, en France, en Espagne, en Italie ou encore en Allemagne ou en Belgique, d'écart de petites filles de 9 ans avec des vieux de 50 ans. Il n'y a jamais eu 40 ans d'écart entre les mariages. Ça n'a jamais été énorme chez nous. Ni 30 ans, ni 25 ans, ni 20 ans même, ni 15 ans. Ça tournait, allait aux alentours, on va dire, de plus 1 à plus 10, plus 12, plus 13, quoi. Mais jamais de petites filles en dessous déjà de 12 ans et encore. Même 12 ans, c'était rare. L'âge au mariage de chacun des deux sexes fait l'objet de statistiques régulières. Ainsi sait-on par exemple qu'en excluant les remariages, ce que les démographes appellent l'âge au premier mariage, il était moyen, cet âge au premier mariage, en moyenne en France, en 1980, de 25,1 ans pour les hommes et de 23 ans pour les femmes. Qu'est-ce que vont nous dire les islamistes aujourd'hui ? Que non, cette moyenne, pareil, comme pour les autres époques, on va pas la prendre au sérieux. Il pourrait y avoir des petits vieux de 70 ans mariés à des petites filles, mais enfin, soyez un peu raisonnables, regardons la suite. Il est dit, cette stabilité fait cependant suite à une phase de lente décroissance. L'écart d'âge moyen entre les nouveaux époux, après être monté de 3 ans à 3,3 ans entre 1931 et 1938,
Donc, allez, au sortir de la guerre de 1918, un peu après, vous voyez, normalement, on est censé, selon certains, après des guerres, voir des enfants mariés. Après des pestes, voir des enfants mariés à des adultes. Bah, pas du tout. L'écart est à peu près 3 ou 3 ans et demi. Ça baisse de façon continue après la guerre, de 3 ans en 1947 à 3 ans. Bah tiens, les musulmans me disaient que c'est pas normal. À d'autres époques, c'était tout à fait logique de voir des enfants mariés à des plus vieux parce que bah, justement ils mouraient plus vite, il y avait la peste, il y avait les guerres. Bah merde alors. À nouveau on détruit leur mythe. Alors après on a les derniers des Mohicans, vous voyez, ceux qui ils veulent résister coûte que coûte. T'as annihilé leur première taquilla, donc c'est-à-dire les femmes au 7e siècle, enfin les fillettes, étaient corporellement avec un physique de femme de 25-30 ans, paf, ça tu le mets KO. Deuxième truc, elles étaient mentalement plus aptes à se marier parce que plus matures. Paf, tu mets KO également parce que jouer aux poupées, être avec ses copines ou encore sur des balançoires, on est toujours sur l'insouciance de l'enfant. Et on peut comparer, même comme je disais, à nos grands-parents. euh, à 10-12 ans, faire le premier bisou, voyez-vous, c'était quelque chose, et dans les cours de récré, il a embrassé elle, il est amoureux. Mais c'était pas, il a été, ou elle a été avec un vieux et elle est mariée avec lui, ils ont couché. Pas du tout. Ça, c'est les socialistes maintenant, les wokistes. Donc tu mets ça KO. Tu montres après, par toutes les preuves que je viens de vous appuyer, que les mariages des rois au 6e siècle, ouais, c'était à peu près 10-12 ans d'écart. Il n'y a jamais eu de vieux comme ça avec des petites filles. L'Église est statue également, et la somme théologique de saint Thomas d'Aquin n'autorise nullement le mariage de vieux avec des petites filles. On vient de le prouver à nouveau. On montre la moyenne d'âge. Ouais, la moyenne, c'est pas ça. Bon, on va jusqu'au présent, on voit que c'est resté tel quel. Hein. Il n'y a pas eu de changement finalement dans nos mœurs, si je puis dire. Et certains, ils sont mal. Au plus bas. Pour eux, c'est dur tout ça, là, de prendre des baffes sur baffes intellectuelles, parce qu'on les violente pas avec les mains, nous. Une parole, ça, ils sont déjà marqués cérébralement, et ils sont plus torturés encore que si t'avais marqué la chair. Alors ils en arrivent à dire, non mais, tu sais, là, je suis en train d'étudier les ménages des filles, c'est 9 ans, 10 ans, donc elles sont fertiles. Et comme elles sont fertiles, eh bien finalement, la nature est faite pour qu'elles soient plus vite enceintes. Et ils vont te dire d'ailleurs, regarde, les moins de 15 ans, donc nous dans les stats on a les moins de 20 ans, mais des fois on peut trouver les moins de 15 ans également, elles sont moins sujettes, ces jeunes filles-là, lorsqu'elles sont enceintes, être sous césarienne. En revanche, comme l'Occident, tu sais, recule l'âge, au-dessus de 30 ans, c'est compliqué. Mais déjà, pourquoi tu compares moins de 15 ans au-dessus de 30 ans? Il y a quoi entre 15 ans et 30 ans du coup? Il faudrait peut-être replacer la norme justement dans ce qui était en Occident avant qu'il y ait le féminisme, le wokisme, etc. Avant ça, comme on l'a vu, le mariage à peu près 25 ans, le but du mariage, faire des enfants, donc 26, 27, 28 ans, peut-être jusqu'à 30 ans, ils avaient des gosses. Et regardez les stats. Nombre d'accouchements par césarienne pour 1000 naissances aux États-Unis entre 96 et 2015, selon l'âge de la mère. Bien finalement, on voit qu'il n'y avait pas de haute différence entre les moins de 20 ans, c'est-à-dire 15 ans, 18 ans, etc., et celles qui ont 20 ans, ou même on pouvait aller jusqu'à 35 ans. Pas trop de différence. Ce qui s'est passé en revanche, comme on le voit de 96 à 2015, c'est que même pour les moins de 20 ans, c'est-à-dire 18 ans, ou même pour ceux qui sont déjantés qui disent moins de 15 ans, elles subissent plus les césariennes. Donc il y a autre chose, finalement c'est pas l'âge qui va faire que elles vont bien accoucher, il n'y aura pas de problème pour la fécondité. Vous voyez, bande de dégénérés qui voulaient marier des petites filles comme finalement c'est réclamé en Iran, en Irak, en Afghanistan ou encore par votre prophète Mohammed le plus sale de tous les hommes, loin d'être le plus parfait. Eh bien regardez, 15% pour 100 naissances par tranche, donc c'est-à-dire sur 100 naissances de moins de 20 ans, 15% nécessitaient césarienne en 1996. Eh bien en 2015, c'est 20%, soit plus 5%, et donc si on fait la différence, l'écart de 15 à 20, je sais pas combien ça fait, faudrait prendre une calculette. Pour les 20-24 ans, c'est passé de 17% à 26%. Pour les 25-29, de 21 à 30, et je vais pas tous vous les faire. Pourquoi on en arrive à ça? J'ai essayé de creuser. En fait, c'est pas du tout l'âge qui va marquer le problème et l'utilisation de césarienne pour les accouchements sortis depuis le ventre, si je puis dire, au lieu depuis l'utérus, si on grossit les traits.
J'ai pris des stats, entre autres, en France, de 1998 à 2001. On voit que les moins de 20 ans, c'est moins de 10% des césariennes, on va dire dans le sujet, à cause de ça, la probabilité. Les plus de 40 ans, c'est 10%. Donc, moins de 20 ans, plus de 40 ans, finalement, c'est pas l'âge qui va jouer. Le truc, c'est l'état de santé, à savoir l'hypertension, la présence anormale du fœtus, des antécédents de césarienne également, des dystocies. Ça, je vous avoue, je sais pas ce que c'est, faudrait que j'aille voir. Les accouchements avant terme, des diabètes également qui peuvent rentrer. Donc, on voit que c'est l'état de santé. Et derrière, si on prend les données, alors on va voir ça juste après, l'état de santé s'amoindrit, pourquoi ? Les gens sont stressés. Les gens sont pollués par la malbouffe, sont là, dépressifs, sous médicaments. Aujourd'hui en France, on a combien ? Je crois que c'était 3 millions de femmes qui sont sous des médocs contre l'anxiété et bien d'autres choses. Tout ça, en fait, ça fait un cocktail mauvais, ça bousille le corps, et en effet, ça force à ce qu'il y ait des césariennes. Si en revanche, et je le pense, et la science viendra appuyer cela, on retrouvait une responsabilité pour se mettre dans les bonnes conditions quand on veut enfanter, c'est-à-dire finalement quand il y a un projet parental, l'homme et la femme font attention à ce qu'ils mangent, font du sport, ne se mettent pas en état de stress, etc. On est quelque part dans une utopie. Bien, même à 30 ans dépassés, 30 ans révolus, les femmes n'auraient pas besoin de césarienne, ou allez, ça serait peut-être 1 sur 10. Voyez ? Alors qu'aujourd'hui, on est aux alentours, quand c'est au-delà de 30 ans, au-delà de 35 ans, c'est 4 sur 10. Mais vous remarquerez qu'en 96, avant qu'on soit autant pollué, autant stressé, qu'il y ait toute cette insécurité par les migrants, ces problèmes économiques, par finalement toute la déchetterie de la terre que l'on prend ici, c'était 2 sur 10. Donc 2 sur 10, soit, allez, on va dire, si on veut au 2,4, 24 sur 100. Au-delà de, entre 30 et 34, et au-delà de 35 ans, donc de 35 à 39 ans, c'est-à-dire des femmes qui accouchaient tardivement, sur 100 femmes, c'était 27. C'est que dalle, si on compare à des moins de 20 ans qui sont à 15. Il y a 12 de différence, pour un âge bien plus avancé, et, comme je l'ai dit, des antécédents médicaux, des problèmes de santé. Donc ça, ce sujet-là en question, si je l'aborde, c'est pour prouver que les musulmans qui s'en servent sont en réalité dans la manipulation. Non, des jeunes filles de moins de 15 ans ne sont pas faites pour être enceintes. Si elles sont rendues fertiles par la nature, c'est peut-être comme ça, voyez-vous, pour permettre tout au plus une reproduction avec des gens de leur âge, mais certainement pas pour être mariées avec des Mohamed de 50 ans, 53 ans. Et vous le voyez, comparaison de la répartition des accouchements selon l'âge entre 98 et 2001 par exemple en France, pour reprendre ces données-là, c'est tout à fait normal que au moins de 20 ans, c'est tout à fait normal qu'au moins de 20 ans, on ait à peine 10% de taux de césarienne et qu'au plus de 40 ans, on ait à peine 10% de taux de césarienne, parce que finalement, ça représente pas grand-chose dans la masse des naissances. Vous comprenez ? Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait d'autres problèmes qui rentrent en compte. Et en l'occurrence, les taux de césarienne sont vraiment accentués, on va dire, entre 24 ans et 35 ans. Donc c'est pas au-delà des 35 ans. Pourquoi ? Posez-vous la question. Regardons la suite. Pour conclure, la vérité peut tarder, mais elle finit toujours par triompher. Un proverbe rwandais. Ça fait mal à certains. Je vous invite également à voir mon autre travail d'analyse sur soi-disant les preuves irréfutables par Rachid Match, qui est également un traducteur du Coran, qui nous a sorti Mohammed est le prophète de Dieu. Il a eu plus de 57 évaluations, des centaines de ventes de son livre, que je réduis en miettes, notamment dans la première partie. Sans preuves irréfutables sur l'islam, vraiment, je démystifie tout ça. Et je vous prouve que, le Paraclet est Jean de Patmos. C'est-à-dire le prophète qui doit venir après Jésus-Christ et nous transmettre ce qui se passera à la fin des temps et au retour de Jésus-Christ, donc de Yeshua bar Eli, c'est justement Jean de Patmos. Je vous prouve également que, comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob, et que Jacob a, par malice, détourné la bénédiction de Dieu, par, Isaac, pour Ésaü, il s'est fait passer pour Ésaü, et bien finalement la nation insensée qui doit être n'est pas celle de Agar. Agar n'est que la Jérusalem terrestre, comme il est dit, il y a une Jérusalem céleste qui doit venir, et elle ne sera pas en Arabie.
D'accord? La Mecque est finalement cette ville aux 7 montagnes du désert qui sera détruite. Tout ça, vous le revoyez pendant 3 heures de contenu où j'y vais avec les versets, avec les sources à l'appui, et je prouve que la nation insensée qui va en hériter est celle en réalité d'Ésaü et qui suivra, ça sera 144 000 juifs qui sont finalement liés aux 12 tribus d'Israël, les 12 000 en question de chaque tribu, qui deviendront chrétiens, ce qu'on appellera les judéo-chrétiens, et eux seront à côté de Yeshua bar Eli, qui viendra combattre tous les antichrists, et entre autres Al-Mehdi et les musulmans. Alléluia. Vous me retrouverez sur Odyssée, si vous le souhaitez, avec le arrobase Phenotix Evolution, comme vous l'avez à l'écran, P-H-E-N-O-T-I-K-S, tiré du milieu, Évolution. Je vous remercie pour cette écoute. N'hésitez pas à commenter. À nouveau, on vient de faire encore une preuve, une belle démonstration. On met des chaos techniques, en voulez-vous, ben il y en a. Et vous le savez, la vérité est notre avenir. La vérité est encore à venir. On n'a pas fini avec elle. Alors n'hésitez pas à me soutenir, à mettre des likes, des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, à regarder également sur les différents supports où je suis présent, à vous procurer gratuitement le livre que je propose, La guerre ouverte contre les peuples. Je vais me remettre là à la rédaction d'un nouvel ouvrage sur l'histoire des religions et entre autres de la fin des temps. Vous allez voir, c'est du très beau qui arrivera en fin d'année. La vérité donc est notre avenir, nos valeurs sont ancrées. En chrétien, nous sommes victorieux, alléluia. La victoire, alléluia. À très bientôt.